Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose à quoi je ne m'attendais absolument pas. Mesdames et messieurs, je vais essayer de vous expliquer. Donald Trump a réuni les journalistes dans le bureau Oval, et ce n'était pas une conférence de presse ordinaire, c'était une conversation. Donald Trump a organisé une sorte de conférence de presse improvisée, mais ce n'est pas cela qui est surprenant. Habituellement, en conférence de presse, il désigne lui-même les journalistes, choisis ou non, en disant « toi, autre chose, oui », et accorde à chacun une question. Rarement, un journaliste demande « j'ai une question puis une autre, si possible ». Ici, c'était plutôt une discussion. Un journaliste pose une question, un autre enchaîne, un troisième intervient. Trump ne dirigeait pas, il participait à la conversation. Évidemment, quand il commençait à répondre, tout le monde se taisait. Et quand il finissait, eh bien, quelqu'un d'autre prenait la parole. En fait, c'était différent, tant sur la forme que sur le fond. Parce que ce qui se passait était totalement inattendu. Et de mon point de vue, c'était un véritable tournant politique, ce qu'on appelle un salto mortal, un virage en plein saut. Je ne citerai pas les questions, mais je vais transmettre l'essentiel des réponses de Donald Trump. Vous savez comment ça se passe. On pose une question à Donald Trump, il commence à répondre, il s'éloigne du sujet, il revient, et finalement, en réalité, il dit ce qu'il voulait dire, et pas du tout ce qu'on lui a demandé. Il répond à la question, mais en même temps, il y glisse beaucoup de choses qu'il veut y insérer. Autrement dit, tu me demandes ce que tu veux, et moi je te réponds ce que je veux. Ce qui m'a frappé, c'est que Donald Trump a mentionné l'Iran à plusieurs reprises. La conversation portait principalement sur l'Iran. Le régime a changé. Nous avons éliminé les dirigeants successifs de l'Iran, et maintenant une troisième génération, déjà différente, est au pouvoir. Et avec eux, c'est plus facile. On peut discuter. Et il est plus facile de parvenir à un accord. Le régime, en fait, a été changé. Il l'a souligné à plusieurs reprises. Et il a aussi répété plusieurs fois que ce n'était pas l'objectif. Deuxièmement, il a dit que les objectifs militaires, ont été atteints à 70, peut-être 80%. D'après ce qu'il a dit, il n'y avait qu'un seul objectif. Pour de nombreuses années à venir, priver l'Iran de la capacité de produire des armes nucléaires et des missiles de moyenne et longue portée. En répondant à une autre question, Trump a ajouté « Il faudra aux Iraniens environ 20 ans pour reconstruire tout ce qui a été détruit. Enfin, je n'en suis pas sûr. Ils s'attribuent un peu trop de mérite. » Bon, admettons, disons, la moitié de ce délai, donc environ... 10 лет, наверное, все-таки потребует. Mais c'est un ralentissement sérieux. 10 ans, c'est un ralentissement sérieux. Quand on lui a demandé ce qui se passerait s'il rétablissait tout, Trump a répondu presque sans hésiter. Si vous avez de la chance et qu'il y a un président comme moi à la Maison-Blanche, alors nous irons et nous détruirons. Encore une fois. On ne peut pas donner des armes nucléaires à des fanatiques. Nous avons accompli, dit Trump, presque tout ce que nous nous étions fixés comme objectif. Et même ce que nous n'avions pas prévu, le changement de gouvernement. Maintenant, nous terminons simplement ce qui était prévu. En gros, nous pouvons partir. Eh bien, les journalistes, évidemment, ont été stupéfaits par cela. Et ils demandent, quand on aura fini, est-ce qu'on laissera quelqu'un ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Donald Trump répond, pourquoi ? On a tout bombardé, non ? On a bombardé tout ce qui est nucléaire, les usines, les entrepôts, les états-majors, tout ce qui est lié aux missiles de moyenne et longue portée. Pourquoi risquer la vie de nos soldats et dépenser l'argent des contribuables ? À mon avis, ce n'est plus le discours entendu à la Maison-Blanche il y a 2 ou 3 semaines. À l'époque, on disait « Nous prendrons l'uranium enrichi, nous laisserons des observateurs, nous contrôlerons le pétrole iranien et la sécurité dans la zone d'Ormuz ». Quand on lui a demandé combien de temps durerait la dernière phase, il a répondu avec une phrase manifestement préparée de 2 à 3 semaines. Il a ajouté « C'est mon avis, les militaires me corrigeront peut-être ». Et on lui a demandé « Qu'en est-il du détroit si dans 2 ou 3 semaines, les États-Unis partent et que l'Iran le contrôle toujours ?» Trump a dit « Peut-être qu'ils le contrôleront, mais ce sera alors l'affaire des pays qui reçoivent du pétrole de là-bas. Tant que nous sommes ici, nous aidons à assurer un passage sûr. Si nous partons, ce sera le problème des autres. Nous n'avons pas besoin de pétrole du Golfe Persique. Et c'est vrai, nous n'en recevions et n'achetions que 2% là-bas, et les 98% restants, pour la plupart, provenaient de nos propres ressources. J'en ai assez, a dit Trump, de faire la guerre au monde entier pour sauver les autres du chantage iranien. Gillian, good afternoon. Gillian. Le président Trump déclare dans le Wall Street Journal qu'il peut mettre fin à ce conflit, que le détroit d'Ormuz soit ouvert ou non. Et il le fait dans ce message en adressant un avertissement à ses amis européens. Il dit
À tous ces pays qui ne peuvent pas obtenir de carburant d'aviation à cause du détroit d'Ormuz, comme le Royaume-Uni, j'ai une proposition pour vous. Premièrement, achetez-en aux États-Unis. Nous en avons beaucoup. Et deuxièmement, prends ton courage à deux mains. Va dans le détroit et prends-le tout simplement. Tu devras apprendre à te défendre par toi-même. Les États-Unis ne t'aideront plus, tout comme tu n'étais pas là pour nous. L'Iran, en fait, est anéanti. Le plus difficile est fait. Allez chercher votre pétrole. Et le président déclare aujourd'hui au New York Post, nous n'aurons pas à rester là-bas longtemps, mais il reste encore du travail à faire pour réduire leur potentiel offensif, quel qu'il soit. Et cette stratégie fonctionne selon les alliés de Trump. Il existe une corrélation directe entre la quantité de munitions que nous larguons sur l'Iran et leur volonté accrue de négocier. Et les responsables locaux discutent également de divers rapports selon lesquels l'Iran pourrait recevoir une aide directe ou indirecte de la Russie et de la Chine pour lutter contre les États-Unis ou contrer les sanctions américaines. Pour la Russie et la Chine, nous savons précisément ce qu'ils font ou non. Nous n'avons pas besoin de rendre tout cela public, mais là où c'est nécessaire, nous nous en occupons et nous atténuons cela ou nous y faisons face directement. Ici, même des sources officieuses savent que le prix de l'essence est très élevé, atteignant en moyenne 4 $ le gallon dans le pays. Caroline Leavitt annonce qu'après Epic Fury, une forte baisse des prix du carburant au plus bas niveau depuis des années est prévue. En d'autres termes, les Européens ne veulent pas aider. Et ce sont eux qui ont des problèmes avec le pétrole, pas nous. Nous avons résolu nos propres problèmes que nous voulions régler, à savoir les armes nucléaires et les missiles à longue portée, et maintenant qu'ils règlent eux-mêmes leurs propres problèmes. De plus, si vraiment ils le souhaitent, nous pouvons leur fournir du pétrole. Nous en avons beaucoup. Les objectifs initiaux, pour citer Trump, ont été atteints. Le complexe militaro-industriel iranien a été détruit. Bon, peut-être pas complètement, mais il me semble qu'il a dit soit à 80, soit à 90%, je ne me souviens plus exactement. Il leur faudra des années et beaucoup d'argent pour se rétablir, selon moi. La Chine et la Russie aident, donc qu'elles aident, et les Européens et les Asiatiques qui ont besoin du pétrole du Golfe Persique, qu'ils négocient eux-mêmes avec l'Iran ou qu'ils y aillent au combat, mais cette fois sans les États-Unis d'Amérique. Lors du lancement de l'opération, nous n'avons rien promis. Nous avons invité Européens et membres de l'OTAN à nous rejoindre, mais ils ont refusé. C'est pourquoi les États-Unis ne se sentent pas obligés de résoudre les problèmes des autres à leurs propres frais. Maintenant, imaginez une seconde. Dans 23 semaines, les États-Unis s'en vont. Tout est fini, les navires et avions sont partis, les Israéliens ont aussi fini ce qu'ils voulaient. Ils avaient, selon leurs annonces, environ 14 000 cibles, et ils arrêtent de bombarder l'Iran. L'Iran doit alors se reconstruire. Et en même temps, il s'est sérieusement brouillé. Si auparavant il n'y avait pas beaucoup d'amour entre l'Iran et, disons, le monde sunnite, mais qu'il existait des relations de voisinage plus ou moins normales, aujourd'hui il y a des problèmes avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats et la Turquie. Le Qatar avait de bonnes relations, avec la Turquie ça allait. Ils ont tous subi des frappes iraniennes. Et ils s'en sont bien souvenus. Si l'Iran continue de retenir leurs pétroliers, ils commenceront à retenir ceux de l'Iran. De l'autre côté du détroit. Le détroit a deux côtés. L'un appartient à l'Iran, l'autre à ses principautés. Si l'Iran continue de bloquer le pétrole à destination de l'Europe et de l'Asie, les pays européens et asiatiques devront tôt ou tard envoyer des navires de guerre pour assurer le passage de leurs navires. Ils chercheront du pétrole ailleurs, et alors les pays du Golfe Persique comprendront que cela devient leur problème et assureront eux-mêmes la protection des routes pétrolières. Une autre question concerne le prix du pétrole aux États-Unis. Cela nous concerne aujourd'hui. Je ne sais pas si Donald Trump peut émettre un décret selon lequel, en période de crise, le pétrole américain est vendu en priorité sur le marché intérieur et que les exportations sont limitées jusqu'à ce que le marché intérieur soit saturé. Je pense qu'en matière de sécurité nationale, le président dispose de telles possibilités. Je ne sais pas s'il a la possibilité de réguler les prix, et en général, je suis contre la régulation des prix, car cela mène à des conséquences négatives. Mais comme mesure temporaire, une mesure très limitée dans le temps liée à la sécurité nationale, peut-être que cela a du sens d'introduire quelque chose comme ça. Si c'est le cas, alors les entreprises américaines obtiennent du pétrole pendant une certaine période à des prix non liés aux fluctuations mondiales, en plus du pétrole du Venezuela et du Guyana. D'ailleurs, ce sont des pays qui bordent le Venezuela et qui disposent de réserves comparables à celles du Venezuela. Les États-Unis contrôlent ces ressources à peu près de la même manière que celles du Venezuela.
Eh bien, tôt ce matin, le président Trump a publié sur Truth Social une nouvelle série de reproches à l'égard des alliés qui, selon lui, n'en font pas assez pour assurer la sécurité du détroit d'Ormuz, déclarant en gros que vous êtes livrés à vous-même. C'est pourquoi j'ai jugé important de clarifier s'il envisageait de retirer les moyens américains du détroit et des zones adjacentes, car dans ce message, il a clairement laissé entendre cela en disant « Si vous avez besoin de pétrole, allez le chercher vous-même, parce que les États-Unis ne vous soutiendront plus ». Mais le président m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de partir immédiatement pour l'instant, mais qu'il finirait par le faire, exprimant à nouveau sa déception quant au fait qu'on ne fait pas assez pour apporter davantage de moyens afin de sécuriser ce détroit. Bien sûr, ses alliés ont déclaré « Écoutez, ce n'est pas notre guerre et ils craignent beaucoup de s'y impliquer ». Le président m'a aussi dit qu'il pense qu'un changement de régime a déjà eu lieu là-bas et que les interlocuteurs des États-Unis sont bien plus raisonnables. Il y constate des progrès significatifs, raison pour laquelle il pense que cette guerre touche progressivement à sa fin. Et il dit qu'ils ont 2 semaines d'avance sur le calendrier. Bien sûr, c'est lui-même qui a fixé ce calendrier, Major, en disant au départ qu'il faudrait de 4 à 6 semaines pour atteindre ses objectifs militaires. C'est la 5e semaine, donc les chiffres ne correspondent pas exactement. Et enfin, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, un extrait de cette conversation, puisque le président a été si franc au sujet de ses objectifs, c'est la question que je lui ai posée sur l'uranium enrichi. Bien sûr, nous avons beaucoup parlé de son objectif de mettre définitivement fin au potentiel nucléaire de l'Iran, mais nous savons aussi qu'il reste de l'uranium enrichi là-bas en Iran. Et vous savez, il faudra probablement l'extraire, très probablement par des forces terrestres et non seulement par des frappes aériennes, afin de détruire complètement leur capacité. Alors, j'ai demandé, vous savez, si c'était une condition obligatoire de retirer cet uranium enrichi avant d'annoncer la victoire. Le président a déclaré qu'il n'y pensait pas vraiment, sachant qu'ils sont bien enfouis et difficiles d'accès. Il ne voit donc pas cela comme une menace réelle. Mais il a dit qu'il n'avait pas encore pris de décision, mais qu'il pense que c'est assez sûr et que c'est très révélateur. Parce que, encore une fois, c'est l'un de ses objectifs qu'il a défini. Qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit que l'administration Trump est arrivée à la conclusion qu'il ne sera pas possible d'obtenir la signature d'un accord avec l'Iran. Un accord dans lequel l'Iran abandonnerait complètement son programme nucléaire, ses missiles, et céderait le contrôle du pétrole et du détroit d'Ormuz. C'est pourquoi apparemment une autre décision a été prise. Les Israéliens et les Américains détruisent tout ce qu'ils considèrent comme faisant partie du complexe militaro-industriel iranien, puis se retirent sans avoir complètement arrêté l'Iran. Eh bien, en le retardant d'une bonne dizaine d'années, sans pour autant saisir de force l'uranium enrichi, que les Iraniens, bien sûr, ont depuis longtemps dispersé à différents endroits. L'Iran, bien sûr, se déclarera vainqueur, dira qu'il a chassé l'envahisseur et, d'une certaine manière, il aura raison. Mais pour les États-Unis et pour Trump, l'essentiel maintenant est autre chose. Arrêter la guerre, ramener les prix de l'énergie à leur niveau d'avant-guerre et se concentrer sur la vie des Américains. Je dirais à peu près 80%. Les 20 restants, c'est l'hypothèse d'un nouveau bluff de Trump. Endormir l'Iran, le laisser se calmer puis frapper soudainement. Mais je dois dire qu'il y a aussi un autre point de vue. Et écoutons-le également. Ce matin, la confiance grandit sur les marchés mondiaux de l'énergie, car de plus en plus de navires traversent le détroit d'Ormuz. Le ministre des Finances, Scott Besson, a confirmé que les pétroliers ont réussi à passer par ce point étroit. Et même un petit nombre de pétroliers peut avoir un impact très important sur les prix. Chaque livraison compte, nous souhaitons retrouver une vie normale. Le marché connaît un déficit d'environ 10 à 12 millions de barils par jour et nous travaillons à ce que... Pour couvrir ce déficit. Donc, en poursuivant notre couverture de la frappe massive des États-Unis contre les bunkers à Ispahan en Iran la nuit dernière, je pense qu'il devient de plus en plus probable que notre théorie à ce sujet puisse être confirmée. Et pour résumer, ce que nous avons supposé hier, c'est que, bien sûr, à première vue, il peut sembler logique que les États-Unis larguent d'énormes bombes sur l'Iran, mais c'est une preuve évidente que nous sommes de nouveau en guerre totale et combat à grande échelle, mais une autre possibilité existe. Nous avons indiqué qu'Ispahan et cette base sont connus comme la ville des missiles, une forteresse du CGRI, non? La garde révolutionnaire iranienne, composée de partisans de la ligne dure au sein du gouvernement.
Ce sont précisément ces personnes qui ne souhaitent pas négocier avec les États-Unis. Ils cherchent à établir un contrôle maximal, ils veulent se battre jusqu'au bout, ce qui pourrait peut-être devenir leur destinée. Un levier délibéré pour neutraliser ou retirer le pouvoir aux partisans de la ligne dure en Iran et le transférer aux modérés, à ceux qui souhaitent réellement négocier avec les États-Unis. Qui sait, il est possible que ce soit un plan coordonné, même entre les États-Unis et ces modérés iraniens, pour dire « Hé TSS, et du calme, on va vous dire que le CGRI est ici si vous voulez mener des négociations plus dures, n'est-ce pas ?» Pour être clair, nous n'en sommes pas sûrs à 100%, mais j'observe des signes qui pourraient me faire réfléchir, comme après avoir vu cette immense boule de feu au-dessus de l'Iran. Nous savons que les États-Unis ont mené la frappe et qu'une panique liée aux représailles iraniennes dans le détroit d'Ormuz était attendue, mais c'est l'inverse que nous constatons. Après la destruction de cette base militaire iranienne par les États-Unis, on observe aujourd'hui un trafic accru dans le détroit d'Ormuz. Nous entendons Donald Trump et d'autres dire que le détroit d'Ormuz est plus ou moins ouvert en pratique. Il suffit simplement d'y aller, de le prendre et d'assurer sa propre sécurité là-bas. Oui, je m'adresse à d'autres pays, et si vous écoutez même les propos du président iranien, celui que nous considérons souvent comme plus modéré au sein du gouvernement. Il a clairement indiqué à plusieurs reprises qu'il était prêt à négocier, mais aujourd'hui encore, après que son pays a subi un bombardement massif. Il dit que l'Iran est prêt à mettre fin à la guerre avec les États-Unis, mais avec des garanties. Et donc, il maintient encore cette position publiquement pour sauver la face. Vous savez, l'Iran a ses propres négociations, ses propres intérêts qu'il souhaite défendre. Mais après cette annonce, nous avons observé avec une certaine curiosité la hausse du marché boursier américain, par exemple le Dow Jones qui a augmenté aujourd'hui de presque 3 points, ainsi qu'un léger ralentissement de la baisse des prix du pétrole aux États-Unis. Et il n'y a pas de pénurie. C'est le déficit des États-Unis. Si l'on adhère à ce point de vue, alors après une frappe massive contre un immense dépôt d'armes, y compris des missiles, l'Iran, au lieu de riposter, est resté étrangement immobile. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Alors attendons 24 peut-être 48 heures et voyons ce qui se passe. Mais ce serait bien sûr très intéressant s'il s'avérait que l'Iran était tout simplement à court de missiles. Il y a un autre facteur dont on parle très peu dans ce contexte. En novembre, il y aura les élections de mi-mandat au Congrès. Et Donald Trump le comprend mieux que quiconque. Les Américains votent avec leur portefeuille. L'essence à 4 $ le gallon, ce n'est pas un chiffre abstrait. C'est chaque matin, chaque plein, chaque heure passée au supermarché. L'inflation qu'on venait à peine de commencer à maîtriser repart de plus belle. Et tout cela est la conséquence directe de la guerre en Iran et de la fermeture du détroit d'Ormuz. Si la guerre se prolonge jusqu'à l'automne, les républicains risquent de perdre le Congrès. Et perdre le Congrès pour Trump signifie aussi perdre la seconde moitié de sa présidence. C'est pourquoi il a une date limite très précise, finir avant la fin avril, ramener le pétrole sur le marché, faire baisser les prix de l'essence, donner un répit à l'économie et entrer dans la saison électorale, non pas avec une guerre en cours, mais avec une victoire. Même si ce n'est pas une victoire totale, même sans accord, il pourra déclarer « Nous avons fait ce que nous avions promis, l'Iran n'a pas obtenu d'armes nucléaires à ce jour et n'aura pas cette possibilité dans les prochaines années. Nos soldats sont à la maison et l'Amérique est de nouveau en première position. Tout cela est possible si la guerre se termine en avril. Il reste moins de temps qu'il n'y paraît. Restez informés. Demain soir, Donald Trump s'adressera à la nation. Demain, cela veut probablement dire déjà mercredi soir. Oui, mercredi soir, Donald Trump s'adressera à la nation. Je serai là et analyserai tout ce qu'il dira. Alors, à la prochaine.